Bienvenue à tous et bon retour dans l'émission. Comme vous le voyez, je suis accompagné d'Alastair Crooke de Conflicts Forum Substack pour parler des derniers développements. L'Iran a donc indiqué qu'il passait à l'offensive, ou qu'il est déjà à l'offensive, selon ses propres termes. L'armée iranienne affirme que sa nouvelle doctrine militaire prévoit des opérations pouvant potentiellement viser le sol américain. Elle ajoute qu'elle mènera des opérations sur le territoire ennemi, sur les terres de l'ennemi, mais est loin de son propre territoire, si les États-Unis décident de continuer à poursuivre la guerre. Par ailleurs, l'Iran n'a pas cessé d'exercer son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Il a frappé 2 de ses navires la nuit dernière aux Émirats arabes unis. Autre développement intéressant, qui je le sais intéressera beaucoup Alastair. L'Iran a informé la Syrie hier, par l'intermédiaire de la Turquie, qu'il avait recensé des centaines de cibles à travers la Syrie. Au moyen de drones et de missiles, si le régime de Jolani décidait d'intervenir au Liban, de quelque manière que ce soit. Enfin, il s'agit d'informations non vérifiées et non confirmées. L'Iran aurait frappé Erbil en Irak, un hôtel hébergeant du personnel américain. Nous attendons toujours une confirmation. Maintenant, dans d'autres actualités, aux États-Unis, après de nombreux débats, discussions et titres viraux sur les conditions déplorables à bord de l'USS Lincoln, il semble que l'USS George Washington va prendre la mer vers l'océan Indien pour le remplacer, après les tensions liées à la guerre avec l'Iran, selon le Wall Street Journal. Plusieurs membres d'équipage auraient tenté de mettre fin à leur jour à bord du navire. Des responsables israéliens sont extrêmement choqués et paniqués de constater que l'Iran s'est, pour l'essentiel, rapidement reconstitué militairement. Après les milliers, les dizaines de milliers, les 30 000 frappes menées par les États-Unis et environ 2 600 frappes menées par Israël durant les 40 jours de guerre. Et cela a été confirmé par Mohammad Reza Naqvi, un commandant des gardiens de la Révolution, qui a déclaré que le nombre de missiles que nous fabriquons chaque jour est supérieur au nombre de ceux que nous avons lancés jusqu'à présent. Il l'a dit à PBS News. Alors, Alastair, toute une série d'évolutions, une nuit très chargée. Mais cela s'inscrit dans le contexte plus large de cette guerre. Je me demande si vous pourriez nous expliquer ce que l'Iran entend par cette posture offensive qu'il dit adopter aujourd'hui, surtout maintenant que les États-Unis semblent sur la défensive et enchaînent les humiliations, notamment après ce qui s'est passé sur l'USS Lincoln. Oui, c'est une nouvelle phase pour l'Iran, et cela prend forme depuis 36 semaines. Ce n'est pas arrivé soudainement, de nulle part, parce que les changements dans la direction militaire annoncés par le guide suprême, Mojtaba, ainsi que la déclaration du Conseil suprême de sécurité nationale, une déclaration ferme, n'étaient en réalité pas si nouveaux. Une grande partie figurait déjà dans le protocole d'accord. Mais le ton était ferme. En substance, il disait « Nous n'acceptons pas que les États-Unis nous parlent de cette manière, avec ce ton condescendant. Gardez ce langage pour vous. » Donc sur la forme, c'était ferme. Mais il y avait 1 ou 2 éléments remarquables. Le plus évident, c'est que dans le protocole d'accord, l'accent était très fortement mis sur le Liban, comme vous vous en souvenez. Mais il y avait aussi une référence au Liban et aux alliés de l'Iran, et plus généralement aux alliés à l'axe de la résistance. Dans la nouvelle déclaration du Conseil de sécurité, il est question de la Palestine. Elle dit donc que le Liban et les Palestiniens doivent être inclus dans un cessez-le-feu. Et je pense que c'est un changement important qui s'est produit, parce qu'en ce moment, la Cisjordanie s'embrase. Je pense que nous devons rester attentifs à cette possibilité, parce que c'est ce qui se dit en Israël. Nous l'avons rapporté, c'est dans notre Substack. Vous pouvez voir les détails dans la presse israélienne de langue hébraïque. Mais Ben Gvir et la droite cherchent vraiment à mettre le feu à la Cisjordanie,
allant jusqu'à provoquer une intifada, ou peut-être à attaquer Al-Aqsa, le mont du Temple, le Haram al-Sharif, ou les deux. Et pourquoi? Parce qu'il semble que, même si les sondages montrent très clairement qu'Israël a nettement basculé vers la droite, vers davantage de colonies à Gaza, des colonies en Syrie, des colonies partout, et l'absence d'État palestinien, etc., ainsi que vers le soutien aux actions militaires au Liban, où ils détruisent des pans entiers de zones urbaines, les rasent complètement. Eh bien, malgré ce virage à droite, les partis, pas seulement le Likoud, mais aussi le parti sioniste religieux et le parti de Ben Gvir, Otzma Yehudit, ne gagnent pas de sièges ou de sièges potentiels à la Knesset. Pour une raison ou une autre, vous savez, ce basculement de l'opinion publique, qui semble très largement aller dans leur sens, ne se traduit pas en réalité par des sièges projetés à la Knesset, dans la prochaine Knesset. Les élections doivent avoir lieu là-bas en octobre, donc c'est pas si loin. Et les partis, Netanyahou ne se porte pas bien dans les sondages, eux non plus. Donc ce que nous voyons, c'est essentiellement une tentative de changer le cours de l'élection israélienne. Ils cherchent vraiment, comme on le dit, à obtenir une sorte de résultat de type 48, où les Palestiniens fuient pour sauver leur vie, quittent le pays et sont forcés de prendre leurs affaires et de partir. Ce serait une forme de nettoyage ethnique. Et c'est déjà en train de se produire. Je veux dire, c'est pas encore à pleine échelle, mais on le voit. Les colons attaquent sans cesse. Les Américains se sont montrés assez furieux à ce sujet et ont dit à Israël de contenir ces attaques de colons contre les Palestiniens. Mais, bien sûr, rien ne se passe. Et les attaques des colons augmentent de façon très évidente contre des villages, des fermes palestiniennes et ailleurs. Et il semble que l'objectif soit, en quelque sorte, de porter cela à un niveau où la droite pense que cela lui permettra de gagner l'élection. C'est de cela qu'il s'agit. Netanyahou travaille à, si vous voulez, spatialiser le paysage électoral de telle manière qu'aucun autre parti ne puisse gagner. Il le fait en créant de nouveaux partis et de nouveaux groupes, des scissions, des dissidences issues du Likoud et d'autres formations. Tout cela est orchestré par le Premier ministre pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, aucun autre gouvernement ne puisse être formé. C'est donc une stratégie de déni de zone, plutôt que de gagner l'ensemble du front. C'est donc un élément important, et cela peut changer tout le Moyen-Orient très rapidement, si nous commençons à voir ce type d'évolution se produire en octobre. Et n'oubliez pas que ce sera juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ce sera une période sensible. Mais les divisions au sein d'Israël sont devenues très aiguës. Il y a une ligne de fracture nette entre ce que j'appellerais la partie européenne, plus laïque et réformiste, de la population juive en Israël, et la partie messianique, plus talmudique, plus dure, très à droite et très nationaliste. Et les tenants de la ligne dure sont vraiment déterminés à ne pas abandonner le pouvoir, même s'ils perdent l'élection. Je ne pense pas qu'ils abandonneront le pouvoir. Et bien sûr, les réformistes. Je veux dire, beaucoup de ces gens ne sont pas venus pour le type de politique qu'Israël mène aujourd'hui. Beaucoup étaient des juifs séfarades qui avaient vécu en Europe et qui cherchaient la sécurité, à quitter l'Europe, à trouver un endroit où ils seraient en sécurité. Et vous savez, ils n'ont pas adhéré à l'idée d'un grand Israël acquis par des moyens militaires, ni au meurtre de tous les Arabes qui se trouveraient sur le chemin de ce projet. Il y a donc une fracture très très profonde. Et cette fracture est déjà assez laide, mais elle pourrait devenir vraiment très violente à l'approche de ces élections. Cela pourrait changer toute l'atmosphère au Moyen-Orient, comme vous pouvez facilement l'imaginer. Donc, tout ce que vous avez dit était vrai,
Mais vous savez, présenté comme ça, avec cette sorte de compartimentation, eh bien, on rapporte que quelque chose s'est passé à Erbil. Des informations indiquent, vous savez, que la Syrie a été bombardée. Mais il me manque vraiment une mise en perspective. Parce que ce qui se passe réellement, c'est que toute la région, cette plaque chauffante, devient de plus en plus brûlante. Et par là, je veux dire que ce n'est pas seulement, rappelons-nous, les attaques contre les milices en Irak à la fin de la procession de l'Arbaïn par l'Arabie Saoudite et l'Amérique. Elles les ont attaquées. Or, dans les médias, ces milices, les Hashd, sont souvent décrites comme des supplétifs iraniens. Une seconde. Comme des supplétifs iraniens. Mais c'est là encore mal comprendre, mal interpréter la situation au Moyen-Orient. J'ai rencontré les Hashd à Kerbala et je peux vous dire que ce sont en réalité des nationalistes irakiens très fervents. Oui, ils sont chiites. Oui, l'Iran est la mère patrie des chiites. Mais ces gens sont d'abord irakiens. Et ils sont militants et radicaux. Et n'oubliez pas que la démographie de l'Irak, enfin c'est à peu près 60% de la population qui est chiite. Sur les 40% restants, peut-être seulement 20% ou un peu plus, sont sunnites. Et le reste, ce sont des Kurdes. Donc les sunnites sont en réalité très minoritaires, tandis que les chiites sont majoritaires dans le pays. Et les Américains font très fortement pression sur l'Irak pour désarmer et mater ces groupes de résistance. Et ils les ont attaqués. Ils les ont attaqués avec l'Arabie Saoudite pendant l'Arbaïn, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de riposter. Ces milices ont vraiment donné au gouvernement irakien un délai pour riposter, pour se venger de ça. Sinon, elles le feront elles-mêmes. Et le gouvernement irakien, sous prétexte d'essayer de lutter contre la corruption, utilise ces opérations anticorruption comme couverture pour en réalité tenter d'éradiquer, d'arrêter et d'emprisonner certains dirigeants des milices chiites en Irak. C'est assez évident, c'est ce qui se passe. Et le Premier ministre est totalement dans la poche de la Maison-Blanche. Il est prêt à faire ce qu'on lui demande pour essayer de mener ça. Donc vous savez, tout cela se déroule au même moment où les Yéménites sont en guerre contre l'Arabie Saoudite, de l'autre côté. Et là-bas aussi, la guerre s'intensifie. Je veux dire, ils tirent des missiles balistiques sur les forces alignées sur l'Arabie Saoudite dans le sud du Yémen, les forçant à fuir. Je veux dire, ils en tuent beaucoup et les font fuir. Et ça continue. L'escalade se poursuit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. L'Arabie Saoudite se retrouve donc coincée dans cette situation. Elle dit avoir attaqué les forces irakiennes parce qu'elles avaient attaqué l'une des raffineries d'Aramco. Mais en même temps, le Yémen a attaqué la raffinerie située à l'autre extrémité de l'oléoduc, sur la côte de la mer Rouge. Ils ont aussi attaqué la raffinerie de Jizan, près de Yanbu, le seul port que l'Arabie Saoudite possède sur la mer Rouge. Elle a pris feu et elle est à l'évidence assez lourdement endommagée. Or, par conséquent, les exportations saoudiennes ont chuté d'environ 74%, m'a-t-on dit. Je ne suis pas expert des chiffres exacts, mais il est clair qu'il y a une forte baisse des exportations de pétrole saoudiennes. L'Arabie Saoudite manquait déjà d'argent pendant cette période parce qu'elle avait besoin ces derniers temps d'un prix du pétrole proche de $100, rien que pour équilibrer ses comptes à plein niveau d'exportation. Eh bien, les exportations ne sont plus à plein régime. Et en même temps baissant, le secrétaire au Trésor dit à l'Arabie Saoudite et à tout le monde, « Ne vendez pas vos bons du Trésor. Je veux dire, on vous poursuivra si vous vendez vos bons du Trésor. » Je veux dire, ça vise avant tout le Japon, auquel ils ont interdit de vendre. Ils détiennent beaucoup de bons du Trésor américain,
environ 1400 milliards de dollars, je crois, et ils n'ont plus le droit de les vendre. Alors Besant a mis au point un montage compliqué. Les bons du Trésor sont prêtés à la Réserve fédérale, puis le Trésor américain leur donne les dollars. Ils peuvent utiliser ces dollars pour acheter des obligations, du yen et le soutenir. Mais cela devient une véritable crise. La chute du yen et les tentatives des États-Unis pour en quelque sorte le maintenir. Tout cela met aussi l'Arabie saoudite très fortement sous pression. Les Saoudiens continuent donc de se battre contre les Yéménites, qui poussent très fort. Ils ont gagné du terrain dans le sud, et partout où l'on regarde, vous avez mentionné la Syrie, eh bien les Hajj ont eux aussi averti la Syrie. Vous avez évoqué l'avertissement de l'Iran qui leur dit « Écoutez, si vous faites ça, nous avons les cibles, nous les frapperons. » Ce rapport est exact. Mais d'autres rapports montrent que les milices en Irak sont aux frontières de la Syrie. Et elles disent « Vous envahissez le Liban, vous entrez dans les villages alentours, nous envahirons aussi la Syrie. » Et puis ce que vous avez dit était juste. Au Kurdistan, à Erbil, dans cette partie de l'Irak au sud, à la frontière avec l'Iran, les Iraniens sont entrés, ont mené des incursions en Irak, assassiné certains dirigeants, détruit leurs munitions, leurs dépôts, leurs lignes de ravitaillement. Et c'est une guerre intense. Je veux dire, ils tirent quasiment sans interruption sur cette zone. Parce qu'il y a eu un rapport. Peut-être qu'ils disposaient de renseignements plus concrets, selon lesquels l'Amérique envisageait encore de mobiliser les Kurdes pour qu'ils entrent en Iran et y créent un mini-État kurde, afin d'utiliser en quelque sorte la situation comme levier contre l'Iran. Toute cette pression exercée contre l'Iran, y compris une tentative de l'Ukraine d'attaquer un navire iranien dans la mer Caspienne. Tout cela, c'est de la pression. Si nous n'avons pas les armes, si nous n'avons pas les intercepteurs, si nous n'avons pas les missiles pour attaquer l'Iran, alors il faut exercer une pression par un autre moyen. L'une des façons de faire, c'est de mettre, ou ils pensaient pouvoir mettre, la pression sur l'Iran à travers la région. Au Liban, en faisant pression sur le Hezbollah là-bas, au Yémen, toute cette pression sur l'Iran. Mais en réalité, elle a produit l'effet inverse. En réalité, cela met la pression sur les alliés régionaux de l'Amérique, pas sur l'Iran. Cela met la pression sur des alliés comme l'Arabie saoudite, les États du Golfe et d'autres pays comme le Pakistan et ainsi de suite. Donc ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, on a ce nouveau récit qui, comme je l'ai dit, invente toute une série d'histoires selon lesquelles, vous savez, le détroit d'Ormuz est ouvert. Et dimanche, 20 millions de barils de pétrole auraient été exportés via l'Iran par le corridor contrôlé par les Américains. C'est tout simplement faux. Je veux dire, je crois qu'il y a eu au total 6 navires, peut-être, qui sont passés durant le week-end. Quelques-uns passent près d'Oman, avec un grand déploiement de soutien américain et beaucoup de publicité. Mais enfin, ce n'est rien comparé à ce que c'était auparavant, ni même à quoi que ce soit d'approchant. Ce n'est plus qu'un mince filet qui passe par Ormuz. Et n'oubliez pas la mer Rouge, où le trafic est lui aussi réduit à un mince filet. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ont commencé à dire « Eh bien, vous devez payer des surprimes de guerre pour vos navires. » Pas seulement pour les pétroliers, mais aussi pour les navires commerciaux en mer Rouge. Nous allons devoir imposer des surprimes de guerre aux navires. Donc, certains navires saoudiens touchés par les Houthis ne sont pas des pétroliers, mais des cargos. Toute la situation en est donc revenue au point où elle se trouvait avant que l'Amérique ne cesse les attaques. Ils essayent de faire pression sur l'Iran, mais l'Iran refuse de leur parler. Et donc, j'en viens lentement à votre question. À quoi sert leur nouvelle posture? Leur posture, c'est que, eh bien, en réalité, ça va être l'inverse.
Nous allons faire pression sur Trump, au lieu d'attendre que Trump tente l'une de ces mesures pour faire pression sur nous. Nous allons le faire, et nous allons le faire en menant des actions militaires préventives contre des cibles, qu'il s'agisse de cibles américaines ou de cibles dans le Golfe selon les circonstances. Et assurément, les navires qui passent par le détroit d'Ormuz seront pris pour cible. Je veux dire assez clairement, lundi, quand, vous savez, on attend habituellement que Barak Ravid d'Axios publie quelque chose en disant « Oh, il y a un accord ». Vous savez, il supplie pour avoir un accord. Et cette fois-ci, une demi-heure avant l'ouverture, les Iraniens ont attaqué un navire qui tentait d'en sortir. Ils ont donc manipulé les marchés à l'inverse de la manière habituelle à laquelle nous nous sommes habitués à nous attendre. Mais enfin, voilà où nous en sommes. On a l'impression qu'une sorte de complaisance s'installe à Washington. Bon, eh bien, puisque les prix du pétrole, puisque les prix de l'essence sont extrêmement élevés, tout va bien. Je pense qu'on peut simplement attendre que ça passe. C'est pas un problème. Mais au bout du compte, ce qui compte vraiment, c'est le pétrole physique. Est-ce que le pétrole physique est là, en particulier les distillats moyens qui servent à produire le diesel et le kérosène? Et de toute évidence, il n'y en a pas. Donc, vous savez, je ne pense pas que les gens y soient préparés. Parce que quand on regarde la presse européenne, pas un mot sur ce pétrole. Vous savez, l'histoire de l'Iran a complètement disparu des pages. On ne parle plus que des vacances, de la météo, ce genre de choses, et puis de sujets de société. Rien là-dessus. Donc, si on nous annonce soudain qu'il va y avoir une sorte de nouveau système de rationnement pour faire le plein de diesel, je pense que ce sera un choc énorme pour les Européens. Je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée que cela puisse arriver. Quand? Je ne sais pas. Mais tous les experts de ce côté-là disent que c'est assez proche. Je pense que le contexte régional que vous venez de donner est vraiment très important et qu'il s'inscrit ensuite dans le contexte mondial, surtout avec la crise pétrolière émergente. J.D. Vance, vous avez probablement vu l'information, a déclaré aux médias que l'accent serait désormais mis sur la baisse des prix du pétrole. C'est la priorité principale. La question nucléaire, l'accord nucléaire, l'enrichissement nucléaire de l'Iran, tout cela passe maintenant au second plan. Ce que je trouve très intéressant, Alistair, c'est qu'on voit l'Iran suivre une ligne de raisonnement et de communication très cohérente vis-à-vis du monde. Il passe à l'offensive et met la pression sur les États-Unis pour qu'ils répondent à ces exigences de tant de manières différentes. Alors que les États-Unis donnent une impression tout à fait inverse. Non seulement il n'y a aucune cohérence, mais il y a aussi une forme de panique. J'ai ressorti plus tôt cet article du Jerusalem Post. Ce que je trouve particulièrement frappant, c'est que l'Iran a désormais déclaré que depuis le début de la guerre, il produit davantage de missiles qu'il n'en lance. Ce qui laisse entendre que militairement, il ne fonctionne pas du tout à perte en ce moment. Et cela, malgré le fait que le Jerusalem Post a cité des chiffres israéliens. 2600 frappes israéliennes, 30 000 frappes américaines contre l'Iran pendant ce mois et demi environ de combat. Ça semble très mal tourné, Alistair. Qu'en pensez-vous? This is looking very bad, Alistair. Your thoughts on this? Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je pense que ce qui manque en réalité, c'est l'idée que l'Iran retrouve une forme de pensée qui était beaucoup plus répandue dans le pays depuis la Révolution. Ce n'est pas une pensée occidentale, c'est une pensée très différente. Ce n'est pas, si vous voulez, la vision occidentale selon laquelle nous avons simplement, vous savez, la rationalité. Nous avons deux types de facultés. Les sens ordinaires, puis une forme de processus mental qui nous permet de les traiter. Eux ont un autre type de pensée, une pensée qui appréhende tout dans son ensemble, d'un seul mouvement, de manière unifiée.
C'est un type de pensée qui engage l'être tout entier. Ce n'est pas seulement, vous savez, voir, ou, comme l'a dit un philosophe il y a bien des années, voir avec les deux yeux. One philosopher put it many years ago, seeing with both eyes. And what he meant by that was not one and one. Et ce qu'il voulait dire par là, ce n'était pas les deux yeux et l'œil derrière la tête. Autrement dit, voir non seulement l'apparence d'une chose, mais ce qui se trouve derrière. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifient toutes ces choses? Et ils pensent aussi d'une autre manière. Ils ont une troisième faculté cognitive que nous n'avons pas en Occident et qu'on appelait le monde de l'imaginal. Ils perçoivent donc les choses beaucoup plus à travers l'imagination, en partie en modifiant l'attention que l'on porte à la réalité afin de la transformer. La manière dont vous orientez votre attention détermine ce que vous verrez. Mais si vous changez votre façon de regarder le monde, si vous changez votre attention au monde, alors, soudain, il devient plus vaste. Tout à coup, cela devient différent. Et c'est ce qui se passe en Iran. Ils reviennent à ces modes de pensée qui ont toujours existé, y compris avant l'islam. Certains de ces modes de pensée consistent à penser en termes d'image. Pourquoi l'image? Parce que l'image permet, en quelque sorte, de réconcilier le subjectif et l'objectif. Cela devient simplement des facettes d'une image et non des choses qui s'opposent dans notre manière de penser. Et puis il y a cette façon, si vous voulez, d'imaginer la conscience. Car en Iran, la conscience est le produit de votre effort ou de votre disposition à l'égard du monde. Vous spatialisez le monde qui vous entoure. Mais la manière dont vous voyez le monde, dont vous lui prêtez attention, détermine ce que vous voyez. Donc si vous changez votre attention au monde, votre conscience changera et ce que vous voyez sera différent. Et cela vous ouvrira réellement de nouvelles perspectives, un nouvel horizon sur ce que tout cela signifie, sur la raison de votre présence ici, sur qui vous êtes, sur ce qu'est votre essence. Et en Iran, je me souviens toujours de cette idée, vous savez, c'était en fait la conscience d'un homme ou d'une femme qui comptait, parce qu'il considérait toujours que votre niveau de conscience déterminait ce que vous compreniez. Mais je me souviens que Lula, le président Lula du Brésil, il y a quelques années, devait aller voir le guide suprême. Washington lui avait remis une note lui disant de leur parler de ceci et de cela au sujet des négociations nucléaires rédigées par le secrétaire d'État américain. On lui avait demandé, en quelque sorte, d'obtenir leur accord. Il est donc allé à Téhéran et il discutait sur place. Il était avec son ministre des Affaires étrangères quand soudain, on lui a annoncé qu'il allait rencontrer le guide suprême. Et le ministre des Affaires étrangères m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, alors Lula s'est tourné vers moi et a dit, mon Dieu, enfin, qu'est-ce qu'on dit à un guide suprême? Qu'est-ce que je suis censé dire? Comment est-ce que je m'y prends? Et Patriota a répondu, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas ce qu'on est censé dire. Ils sont donc entrés dans la réunion comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que Lula a simplement parlé de son expérience. Je veux dire de son enfance dans les favelas du Brésil, de ce qu'était la vie à l'époque et de la façon dont elle était. Et à la fin, le guide suprême a dit, « Très bien, vous pouvez poursuivre tout votre travail ici. » Et ils ont été surpris. Ils ont dit, « Il n'a rien demandé sur ce que nous faisons, sur ce que nous découvrons ou quoi que ce soit. » Et la réponse, c'était qu'ils voyaient que c'était un homme doté d'une conscience capable de comprendre et que ça suffisait. C'est donc une manière très différente de voir le monde. Et je pense que ce que nous voyons en Iran, c'est un changement chez les jeunes. Ils sont, vous savez, très insatisfaits du monde occidental, de ce qu'il est et de ce qu'il signifie.
et ils reviennent en quelque sorte à des formes de pensée plus anciennes, à une pensée par l'image et par la compréhension. Vous savez, l'essentiel, c'est un peu comme lorsque vous arrivez dans une clairière, dans les bois, et qu'il y a une pierre devant vous, vous pouvez simplement la regarder et vous dire « d'accord, il y a une pierre ». Mais en réalité, en Orient, on se dit plutôt « regardons derrière ». Qu'y a-t-il derrière elle? Pourquoi est-elle là? Que fait-elle? Et quel est le sens de trouver une pierre dans une clairière, dans les bois? Donc tout cela consiste à regarder au-delà. Je pense donc que les horizons de l'Iran s'ouvrent soudainement, qu'ils deviennent plus vastes, si vous voulez. Ils voient donc le monde différemment. Leur attention, la manière dont ils la portent, a changé. Et donc ils voient le monde différemment. Ils se sentent plus forts. Ils ont davantage confiance dans ce qu'ils sont capables de faire. De cette façon, ils s'opposent aux Américains et en sont heureux, parce qu'ils voient que les Américains sont faibles. Et l'ancien sentiment, vous savez, qu'avaient certains en Iran, bon, l'Occident est plus riche, il est plus facile d'y gagner de l'argent, c'est plus. Mais pour les Iraniens ordinaires, c'est simplement une civilisation en déclin, corrompue, évidemment corrompue, manifestement creuse, sans valeur. Et ils se souviennent de la Perse, qui est une civilisation puissante depuis des milliers d'années. Et je pense que c'est ça, pour moi, l'essentiel qui est en quelque sorte passé à côté. Cette évolution de toute la conscience des Iraniens, qui les amène à revenir en arrière et à réfléchir, parce que la Perse était la puissance dominante au Moyen-Orient. Et à 2 reprises, vous savez, l'Occident a essayé d'inverser cela. La rupture nette est venue en 4/26 avec ce document écrit pour Netanyahou, qui disait que l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban devaient être détruits afin de préserver la position d'Israël. Et donc l'Amérique, à 2 reprises en réalité, à partir des années 70, a toujours essayé d'inverser le paradigme du pouvoir, de changer complètement le paradigme de pouvoir dans la région, pour que, en fait, les sunnites qui se sont toujours considérés comme l'establishment, mais qui, dans les zones du Golfe, étaient en réalité en quelque sorte des cheikhs bédouins. Je veux dire, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui le Golfe et les Émirats arabes unis, c'était les États de la trêve jusqu'à il y a environ 70 ans. Et il y avait plusieurs États. Et bien sûr, quand le Shah était là, l'Iran était l'arbitre dominant dans la région. Puis en 2006, après la guerre au Liban, le vice-président a convoqué une réunion. Étaient présents le prince Bandar de Turquie et John Hanna. Et il se plaignait amèrement. Il a dit, écoutez, vous savez, cette guerre contre le Hezbollah que vous venez de conclure, que les Israéliens venaient de conclure, elle était censée affaiblir l'Iran, pas le renforcer. Et c'est ce qui s'est passé. Et il a été très déçu. Bandar a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous ne devriez pas vous en préoccuper, parce que le roi sait que la façon d'affaiblir l'Iran, c'est d'écarter la Syrie. Il faut la retirer de l'équation. Et bien sûr, Cheney a répondu, « Oh, attendez une minute. Comment allons-nous faire ça? Vous savez, ce n'est pas si facile à dire qu'à faire. » Bandar a dit, « Non, on va le faire. » Et Cheney a demandé comment. Il a répondu, « On va le faire. Nous allons introduire des islamistes en Syrie, et c'est comme ça que nous le ferons. » Cheney a alors un peu reculé et a dit, « Eh bien, je ne suis pas sûr que nous puissions nous approcher de trop près de ce genre de choses. » Puis Bandar a dit, « Vous n'avez rien à faire, on s'en occupera. » Et donc, c'était la 2e fois. Je veux dire, dans les années 70, ils ont décidé, vous savez, de l'avenir. L'Amérique aurait pour alliés les cheikhs et les émirs sunnites de la région, contre l'Iran, qui était auparavant la puissance de la région. Ils voulaient bouleverser la région. Puis ils l'ont fait de nouveau, et comme vous pouvez le voir, ils ont réussi en Syrie.
Les Saoudiens et les Américains ont réussi à détruire la Syrie et à affaiblir le Liban. Et c'est ça le programme. Mais, comme je le dis, l'Iran a une mémoire. Et cette mémoire, c'est celle d'une structure civilisationnelle puissante et solide, d'une puissance régionale. Je pense donc que cela a un impact considérable sur leur façon de penser et explique pourquoi nous voyons ce changement. Ce n'est pas quelque chose de tactique, ce n'est pas une petite manœuvre rapide. C'est un retour aux racines. Un retour aux racines de l'Iran. Cela change toute la manière de penser et le sens même des choses, si vous voulez. Et il s'interroge sur ce que signifiera à l'avenir le fait d'être iranien et sur la façon de le construire. Cela implique de revenir à une forme de pensée qui a toujours existé, mais qui a bien sûr été éclipsée et obscurcie par l'influence occidentale. Je veux dire, vous vous souvenez que, lors de la révolution scientifique, toute la métaphysique a changé à cause de cette révolution scientifique, comme l'a dit à l'époque le prix Nobel Monod. Il n'y avait aucune raison à cela, mais les lumières scientifiques ont insisté sur l'idée que la science reposait sur un cosmos mort et inerte, composé de poussière, sans signification ni finalité. Et d'un seul coup, cela a détruit la métaphysique de la plus grande partie du reste du monde et a laissé beaucoup de musulmans dans une immense tension intérieure. Parce que oui, vous savez, ils allaient à l'université et devaient étudier selon la manière occidentale de penser, selon laquelle le monde n'était qu'une poussière inerte. Puis ils rentraient chez eux dans un monde très différent, où le monde est vivant. Et partout autour de vous, vous pouvez le voir. Comme le dit le Coran, vous savez, où que vous regardiez, vous verrez des êtres vivants, des êtres intelligents qui vous entourent. C'est le signe de l'autre présence, de la présence divine autour de vous. Donc, je veux dire, il y avait énormément de tensions, et je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à un grand basculement. Et bien sûr, cela ne concerne pas seulement l'Iran. Cela va se produire dans de nombreux endroits. Une sorte d'éloignement de la rationalité matérialiste occidentale vers une autre forme de pensée. Oui, très très important, tous ces points, Alistair. Et tant que je vous ai avec nous, je voudrais avoir votre avis sur l'autre versant de la contradiction dont vous parliez, c'est-à-dire la situation des États-Unis et bien sûr de l'ordre unipolaire qu'ils dirigent tel qu'il se trouve aujourd'hui, dans ce que Politico appelle le bourbier de tous les bourbiers. Mais je voulais vous interroger plus précisément là-dessus, Alistair. Les États-Unis envoient l'USS George Washington pour remplacer l'USS Abraham Lincoln, qui est déployé depuis plus de 250 jours. Ce dernier fait les gros titres depuis plusieurs jours en raison des conditions absolument horribles à bord et du fait que des marins ont été poussés à un tel point de rupture qu'ils ont tenté de mettre fin à leur jour. Commentez ce que cela signifie pour l'état de la marine américaine, car j'entends maintenant dire que cette situation ne se limite pas à l'USS Lincoln. Ces problèmes de pénurie, de conditions déplorables, de manque de morale existent dans l'ensemble de la puissance militaire maritime des États-Unis, la Navy. Et cela pourrait refléter quelque chose de plus général sur l'état réel des États-Unis, alors qu'ils tentent de jouer à ce jeu très ambigu de bras de fer autour de cette guerre. Quel est donc votre avis sur cette évolution en particulier, telle qu'elle s'est déroulée, sur tous ces derniers jours, voire cette dernière semaine? Eh bien, je pense qu'en un mot, il y a ce dysfonctionnement. Je veux dire, si vous vous en souvenez, un précédent porte-avions avait été retiré parce que le système d'évacuation des eaux usées ne fonctionnait tout simplement pas. Il était inondé d'eau usée, c'était répugnant, et ils ne pouvaient pas régler le problème dans leurs ports locaux.
Il a donc dû retourner aux États-Unis pour être réparé. Le sous-traitant avait probablement installé des tuyaux du mauvais calibre dans ce porte-avions qui coûte des milliards et des milliards. Mais ce que ça montre plus que toute autre chose, selon moi, c'est cette incapacité, si vous voulez, à entendre, à écouter, à comprendre ou à répondre. Ce qui frappe, c'est le manque d'empathie, ce manque de sens de l'empathie, cette incapacité à répondre au monde qui les entoure ou même à l'entendre. Parce que, quelle est la réaction? Vous savez, parce qu'on l'a tous vu, enfin c'est partout, ce n'est pas caché. Les familles se plaignent. Et les photos de la nourriture qu'on leur donne, vous savez, il y a 5000 hommes sur ce navire. Il faut les nourrir. Leur donner un repas une fois tous les 2 jours, ou quelque chose comme ça, puis c'est une sorte de bouillie, jeter dans une assiette quelques carottes et un bloc de je ne sais quoi qui ressemble vaguement à un peu de viande. Mais enfin, ce sont de jeunes hommes. Évidemment qu'il faut les nourrir. Donc c'est pas quelque chose d'inventé. Mais ce qui était si frappant et si important, c'était la réaction. Oh, fake news. Fake news. C'est pas... Quiconque a divulgué ça, tout ça, c'est des fake news. Je crois que c'est ce que dit Hegseth. C'est une fausse information. S'il ne l'a pas dit lui-même, d'autres le disaient, comme si c'était, d'une certaine façon, une attaque contre les États-Unis. Alors qu'il s'agissait simplement de dire « Vous ne semblez pas y prêter beaucoup d'attention. Ces navires sont là depuis près d'1 an et ne sont pas rentrés au port. Vous ne semblez pas vous soucier de vos hommes. Vous ne semblez pas écouter. Et quand vous le faites, vous les attaquez en disant qu'ils doivent obéir aux ordres. » Ce n'est pas seulement une très mauvaise image. Cela laisse penser qu'il y a un malaise plus profond dans une grande partie des forces armées américaines. L'équipement n'est pas bon, les choses ne sont pas bien pensées, il n'y a pas de véritable commandement. Je veux dire, vous savez, on dirait que le commandement est dirigé par des technocrates. Vous savez, pas par des gens qui ont réellement connu l'adversité, qui ont dû survivre dans des conditions difficiles, qui ont fait des sacrifices. Non, c'est juste. Vous savez, c'est sans aucun doute. La nourriture, c'est « oh, on ne peut rien y faire parce que ça a été privatisé et confié à un prestataire et c'est lui qui s'en occupe. » Je suis sûr que ça ne me surprendrait pas du tout qu'un ami bien placé ait décroché le contrat d'approvisionnement de ces navires et rogne sur tout. Je veux dire, vous savez, c'est le signe du déclin des États-Unis. Et ça se remarque dans le monde entier. Et le pays devient dysfonctionnel à bien des égards. Et vous savez qu'est-ce que c'était? Quelqu'un citait l'autre jour une phrase de l'époque romaine. Le seul moment où les Romains ont vraiment compris que leur empire était au bord de l'effondrement, c'est lorsqu'ils ont vu les ponts et les routes se dégrader, sans que personne ne répare quoi que ce soit. Je pense donc que cela envoie des messages très forts. Et cela arrive à un moment où toute l'attention est portée sur la manipulation des marchés, sur les profits rapides ou sur les délits d'initiés. Avoir les bonnes relations pour obtenir des contrats militaires avec sa famille ou ses amis. Savoir à l'avance qu'ils vont commander tout un tas de drones et être là avec une entreprise montée à l'avance, prête à fournir des drones à l'armée. Vous voyez, tout cela dégage une très mauvaise odeur. Ça ne sent pas bon. Non. Eh bien, Alistair, passons à un autre développement. Je pense qu'au vu de la situation que vous venez de commenter, cela ressemble très clairement à un déclin. Et ce déclin ne se limite certainement pas à la marine américaine ou à l'appareil militaire, comme vous l'avez souligné. Il est partout. Il touche clairement l'ensemble de l'Empire. Et bien sûr, il frappe aussi très durement les gens aux États-Unis, à tous les niveaux. Je voulais évoquer cela,
parce que c'est un autre développement dont peu de gens parlent. L'Iran va rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS. C'est ce qu'a déclaré hier le gouverneur de la Banque centrale du pays. J'aimerais donc avoir vos commentaires sur ce que cela signifie, car l'Iran est membre des BRICS. Évidemment, ces partenariats avec la Chine et la Russie, en particulier, se sont considérablement approfondis et renforcés, y compris au cours de cette guerre. Alors, que signifie, selon vous, l'adhésion à la nouvelle banque de développement dans le cadre plus large de ces grands bouleversements que nous observons à l'échelle mondiale, notamment en ce qui concerne l'Iran? C'est le signal, un signal très important que nous recevons petit à petit de la Chine. La Chine avance très clairement, de manière mesurée, pour déployer un nouvel ordre financier pour la région, pour le monde. Ils ont commencé à accorder des crédits en yuan, en renminbi. Ils ont des obligations panda, comme on les appelle. On voit même des banques européennes commencer à accorder des crédits en monnaie chinoise, soit dans la monnaie forte, soit dans la monnaie numérique. Ils rendent leur yuan numérique beaucoup plus accessible. Ils versent même des intérêts dessus. Ils passent à un autre système, à Hong Kong, hors de Chine continentale, qui permet d'acheter de l'or. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'or physique. Vous pouvez acheter des bons sur l'or, dont la valeur y est directement attachée, et vous pouvez les utiliser comme garantie. Pour les grandes entreprises, vous pouvez utiliser cela comme garantie pour effectuer des achats ou obtenir un crédit auprès de la banque. Autrement dit, c'est un substitut aux bons du Trésor américain, peut-être même plus attractif. Car tandis que vos bons du Trésor américain perdent de la valeur parce que le dollar se déprécie, l'or, lui, prend de la valeur et les gens lui font davantage confiance. C'est donc dans cette direction qu'ils se sont orientés. Et maintenant, ils versent des intérêts. Ils ont informé les banques qu'elles devaient désormais verser des intérêts sur les comptes numériques, un peu comme sur un compte d'épargne aux États-Unis. Mais c'est extrêmement attractif pour les personnes qui se demandent où aller, qui s'inquiètent du dollar et qui se demandent où placer leur épargne. La Chine met donc en place ce type de mécanisme. Elle agit, elle achète de l'or et elle développe un marché du crédit beaucoup plus profond afin que les gens puissent emprunter. Il est donc plus facile d'emprunter. Comme je le disais, des banques européennes accordent désormais des prêts libellés en monnaie chinoise. Je crois que Deutsche Bank en fait partie, mais d'autres banques, en Hongrie notamment, proposent aussi des prêts en yuan à des entreprises qui préfèrent emprunter dans cette monnaie plutôt que dans un dollar susceptible de se dévaluer. Il y a donc un grand changement en cours, et ce que vous venez de décrire en est vraiment le symbole. C'est un changement important. C'est de là que viendra le crédit à l'avenir. Il viendra de Chine, et l'Iran sera bien placé dans cette configuration. Rappelons que, pendant toute cette période, l'Iran a veillé à ce que les pétroliers chinois traversent le détroit d'Ormuz sans encombre et à pleine charge. La Chine a donc reçu tout son pétrole via Ormuz. Je pense donc que c'est un élément majeur et important. L'Iran pourra obtenir des crédits et en quelque sorte se reconstruire. Et comme vous l'avez lu au début, ils étaient stupéfaits de voir à quel point les infrastructures avaient été réparées en très peu de temps. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il y aura de nouveaux crédits, de nouvelles structures financières, de nouveaux moyens de paiement. Les Chinois ont aussi ouvert leur système mBridge, qui permet aux banques centrales de régler entre elles, numériquement et en temps réel, leur déséquilibre à tous les membres des BRICS et au-delà. Voilà donc une nouvelle façon de procéder au règlement. Les Chinois ne le font pas de manière ouvertement agressive, comme s'ils voulaient faire croire qu'ils sont en train de faire tomber le système financier.
Comme d'habitude, les Chinois sont assez prudents et mesurés. Ils avancent donc petit à petit, plutôt que d'annoncer ces choses publiquement. Une grande partie de tout cela n'apparaît guère dans la presse occidentale, mais ils le font discrètement, afin d'éviter que les gens disent « Eh bien, ce sont les Chinois qui ont fait tomber le système financier ». Non. Si le système financier s'effondre en Occident, ce sera à cause de nos propres décisions, pas à cause de ce que la Chine a fait. Not because of what China's done about it. Yeah. No, that's a very good point. Now, Oui, c'est un très bon point. Alors, peut-être pour conclure, dans les 5 dernières minutes environ qui me restent avec vous, Alistair, vous pourriez peut-être commenter l'autre camp. Je veux dire, je pense que le thème d'aujourd'hui, c'est que l'Iran suit une trajectoire très spécifique, très concrète, qui marque une rupture majeure avec ce qui a dominé le monde, sur les plans militaires et économiques, depuis si longtemps. Et puis il y a l'autre camp, qui en gros, s'accroche à ce qui est ancien. Et cela se reflète clairement dans ce qu'a dit Bessent aujourd'hui. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que les États-Unis allaient appliquer à l'Iran, je cite, « des mesures économiques jamais vues auparavant, une combinaison d'isolement économique que le monde n'a jamais connue, et le maintien du blocus du détroit d'Ormuz, qui empêchera quoi que ce soit d'entrer dans les ports iraniens ou d'en sortir. » Alors, Alistair, qu'entend-il par des mesures économiques jamais vues auparavant? Et est-ce que ce ne sont que des paroles en l'air, ou y a-t-il quelque chose de concret derrière? Is this all just hot air, or is there something to it? Well, I don't know because, much of what has been said. Eh bien, je ne sais pas, parce que beaucoup de choses ont été dites sur le nombre de... Il ne cesse de dire « Oh, eh bien, le détroit d'Ormuz est ouvert et 20 millions de barils en sont sortis ces derniers jours. » Eh bien, tout cela est tout simplement faux. On peut le vérifier sur les sites de suivi des pétroliers. Nous savons exactement combien passent, y compris ceux qui ont leur transpondeur. Enfin, à peu près. Donc je pense, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que ça fait tellement d'années que les États-Unis cherchent tous les moyens possibles de sanctionner et d'étrangler les Iraniens. Je ne sais donc pas quel est le nouvel élément. Mais la conséquence, bien sûr, sera un renforcement par l'Iran de son blocus économique contre les États-Unis et l'Europe via le détroit d'Ormuz et la mer Rouge. Et je ne serais pas surpris qu'on voit davantage d'actions militaires proactives. J'ai entendu, je n'ai aucune information interne, donc ce n'est que de la spéculation, mais j'ai entendu des Iraniens évoquer la possibilité d'agir contre les navires américains qui mettent en œuvre un blocus d'Ormuz. Je ne serais pas du tout surpris qu'on y voie une action militaire. Donc on peut s'y attendre. Je pense que l'objectif des Iraniens sera de continuer à combattre Trump et Bessent, de les embarrasser continuellement par des actions militaires, des actions économiques, des choses qui les toucheront, et de maintenir la pression. Ainsi, pendant que Trump répète « Oh, tout va bien, nous avons ouvert Hormuz », eh bien, vous savez, c'est déjà en train de se produire. Même dans le New York Times, à Washington et dans le Wall Street Journal, ils se moquent de ces déclarations parce qu'ils savent que c'est tout simplement faux. Donc je pense que ce genre de pression va se poursuivre pendant cette période. Je ne sais pas ce qu'ils envisagent sur le plan économique. Et puis je ne pense pas non plus que la Chine ou la Russie vont laisser l'Iran s'effondrer. Je crois que c'est le point dont nous n'avons pas parlé. Certaines personnes pensent que la Chine et la Russie font pression sur l'Iran. Moi, je ne le pense pas. Au contraire, ce n'est pas du tout le cas. En réalité, elles l'aident de toutes sortes de manières, dont nous n'avons pas vraiment connaissance. Nous en connaissons certaines, mais pour beaucoup d'autres, nous ne savons pas ce qu'elles font. C'est très important. Regardez ce que cela a apporté à la Chine. Je veux dire, vous savez, la Chine s'est vue donner l'exemple absolu d'un blocus naval. Et bien sûr, ils y penseront quand ils réfléchiront à Taïwan.
La Russie a déjà dit, de nombreux responsables russes l'ont dit, qu'elle devait tirer les leçons de ce que l'Iran lui a enseigné dans cette guerre, qu'elle devait faire elle-même certaines des mêmes choses contre l'Occident. Donc à mon avis, ça a changé toute l'ambiance à l'échelle mondiale. Même les Chinois, je ne me rappelle plus quand c'était, peut-être que vous vous en souvenez, mais lorsque le ministre des Affaires étrangères a été en quelque sorte attaqué par Rubio, je crois il y a une dizaine de jours, et qui lui a dit « Vous ne pouvez pas fournir d'armes à l'Iran. Vous ne devez pas le faire. » Enfin, c'était l'échange diplomatique le plus court de l'histoire, d'environ 25 minutes. Et si j'ai bien compris, les Chinois ont répondu « Occupez-vous de vos affaires. » The Chinese said, mind your own business. Alistair, this was a great show. I want to make sure everybody Alistair, knows c'était une excellente that émission. conflicts Je veux m'assurer que tout le monde sache que le Substack de Conflicts Forum est indiqué dans la description de la vidéo et qu'il faut le lire. Bien sûr, abonnez-vous et suivez tous les derniers rapports qui y sont publiés. Avant de partir, tout le monde, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça aide l'émission à remonter dans l'algorithme de YouTube. Merci à ceux qui ont envoyé des super chats. Désolé, John, nous n'avons pas eu le temps de répondre à votre question, mais merci pour votre super chat. Et merci beaucoup également à Truth, Justice and Peace pour votre super chat. Merci à tous ceux qui ont regardé aujourd'hui, ainsi qu'à tous les modérateurs qui ont aidé à modérer le chat. Je vous retrouverai tous en direct la semaine prochaine, mais quelques interviews originales seront publiées dans les jours qui viennent, pendant que je prends un peu de repos. Bon, prenez soin de vous, tout le monde. Cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir. Ça aide l'émission à remonter dans l'algorithme de YouTube. Alistair, un dernier mot avant que je mette fin au direct? Non. Eh bien, je pense que tu mérites une pause. C'est tout ce que je dirais. Merci. J'apprécie. Bon, Alistair, on reste en contact. Tout le monde, cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir. Allez voir le Substack de Conflicts Forum et je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Substack, and I will see you all again soon. Bye-bye.